Merci d'écouter Africa 7, 90.7 FM. Dans quelques instants, le journal. Merci d'écouter Africa 7, 90.7 FM. Dans quelques instants, le journal. Les titres de cette édition de 7h, 10 personnes ont perdu la vie entre vendredi 12 décembre et ce mercredi 17 décembre au soir dans l'éboulement de 2 sites d'orpaillage clandestin. La dernière victime est décédée ce jeudi selon les informations qui nous sont parvenues. Il s'agissait de chercheurs d'or ou d'Ura qui avaient investi des sites interdits à l'exploitation ou fermés par les autorités. Nous en parlerons dans ce journal. Nous parlerons également politique avec le FDR, l'opposition qui dresse un bilan sévère contre le nouveau régime. Le Front pour la défense de la démocratie et la République était face à la presse ce jeudi. Lutte contre la vie chère, une concession et un consensus trouvé sur le prix du riz brisé importé. À partir de 2026, le Conseil national de consommation va décider d'une baisse de 50 francs CFA sur le kilogramme, passant donc de 350 à 300 francs CFA. Nous en parlerons dans ce journal. Nous parlons également de cette polémique qui enfle et ne dégonfle pas. C'est autour de l'entreprise Softcare spécialisée en couches et lingettes et linge intime. La polémique s'est accentuée et c'est le ministère de la Santé qui entre dans la danse pour désigner une mission pour vérifier si tout ce qui se dit entre l'ARP et l'entreprise est vrai ou pas. Nous en parlerons dans ce journal. À suivre la page inter, la page des sports et la revue de la presse. À toutes et à tous, l'actualité sur Africa 7, Solo Media Group. Tout d'abord avec cet incident ou accident à Kédougou. 10 personnes ont perdu la vie entre vendredi 12 décembre et mercredi 17 décembre au soir dans l'éboulement de 2 sites d'orpaillage clandestins dans la région sud-est du Sénégal. Toutes les victimes sont de nationalité malienne à l'exception d'un ressortissant burkinabé, selon Lamine Sissoko, qui est président des Tamboulma, le mot désigné à Kédougou pour parler des orpailleurs artisanaux. Les chercheurs d'or avaient investi durant la nuit des sites interdits à l'exploitation ou fermés par les autorités. Un premier éboulement est survenu vendredi soir à Khosanto et avait fait 3 morts. Un second s'est produit dans la nuit de mercredi à Kharakena, un village orifère de la commune de Bembou. 7 personnes ont trouvé la mort. L'un des 2 blessés graves a succombé ce jeudi à l'hôpital. L'activité illicite d'orpaillage continue de prospérer même si plutôt une vaste opération de sécurisation et de lutte contre l'exploitation illégale des ressources minières dans la commune de Bembou s'est tenue lors de cette intervention menée du 8 au 13 décembre. 14 sites d'orpaillage clandestins ont été démantelés. Une importante quantité de produits et de matériel d'exploitation minière saisis selon l'agence de presse sénégalaise. Déjà en octobre 2024, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui s'était rendu dans la zone de Kédougou, avait signé un décret interdisant jusqu'en juin 2027 toute activité d'orpaillage à moins de 500 mètres de la Falémé, un des affluents du fleuve Sénégal traversant le sud-est du Sénégal. Le chef de l'État avait alors annoncé la mobilisation des forces de sécurité, mais aussi des autorités locales afin de faire respecter cette décision. Je vous le disais en titre en politique, le FDR dresse un bilan sombre, sévère contre le régime actuel, celui de Bassirou Diomaye Faye ou Ousmane Sonko. Le Front pour la défense de la démocratie et de la réforme de la République, en conférence de presse, a dénoncé une crise multidimensionnelle et appelle les forces vives de la nation à une mobilisation urgente afin de préserver la stabilité du Sénégal. A porté la parole de cette FDR durant cette conférence de presse, Sambassi, coordonnateur du FDR, il est ici au micro de Sira Béatrice Ndion. Et comment bien se répéter, au marasme économique et à la sévère crise sociale s'ajoute depuis quelques mois une sidérante crise institutionnelle donnant le sentiment d'une extrême confusion au sommet de l'État. En tenant compte de la tout à fait que les nations et en souhaitant
beaucoup de succès à nos gagnés, nous nous déplacerons durant le mois de décembre dans les départements de la région de Thiès et organiserons ensuite une grande rencontre dans la capitale régionale. La sérieuse et complexe problématique de nos écoles et de nos universités, sur laquelle il y a un urgent besoin d'un consensus le plus large. Nous tiendrons également un séminaire pour exposer notre point de vue sur la démocratie, les libertés et la transparence et échanger avec les acteurs. Dès la fin du mois béni du Ramadan, nous nous rendrons dans les 3 départements de la région de Diourbel pour échanger avec les militants et les populations. 2 grands meetings se tiendront par la suite dans le premier semestre 2026 à Mbacké et à Dakar. L'année 2026 est aussi une année préélectorale. Notre front peut dire et appellera au mois de février les populations à s'inscrire massivement sur les listes électorales, à exprimer le ressenti dans les urnes. Voilà pour la politique et nous parlons de la lutte contre la vie chère. Un consensus a été trouvé, vous le disiez en titre, sur le prix du riz brisé importé. Le Conseil national de la consommation a décidé d'une baisse de 50 francs CFA sur le kilogramme. Il devrait passer donc de 350 à 300 francs CFA à compter du début de l'année 2026, sous réserve de la validation du chef de l'État. Le Conseil s'est réuni ce jeudi autour du ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop. C'est ce que nous dit Khalifa Fall. Serigne Gueye Diop face aux importateurs, commerçants, boutiquiers et associations de consommateurs a pris des mesures sous réserve de validation par le chef de l'État. Ainsi, le prix du kilo de riz brisé importé va connaître une baisse de 50 francs CFA. Il devrait passer à 300 francs CFA à compter du début de l'année 2026. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, qui présidait ce jeudi une réunion du commerce national de la consommation, avance que la mesure sera annoncée par son Excellence le président de la République à la fin de l'année 2025. Une décision qui traduit la ferme volonté du gouvernement de lutter contre la vie chère et de renforcer le pouvoir d'achat des populations. Le ministre Serigne Gueye Diop a salué les responsabilités prises par les acteurs avant d'annoncer la création prochaine d'une direction dédiée à la modernisation des boutiquiers et du système de distribution. Et nous parlons de la campagne de commercialisation de la récolte au Sénégal à 10% qui suscite l'inquiétude des producteurs du pôle centre qui regroupe les régions de Kaolack, Fatick, Kaffrine et Diourbel. Ces producteurs se disent confrontés à des manquements qui ont pour nom retard, non-respect des prix officiels et manque criard d'accompagnement. Adnan Dem, coordinateur régional de l'Union nationale des consommateurs et producteurs du Sénégal. Il est aussi au micro de Antawad. Union nationale des consommateurs du Sénégal, la coordination du pôle centre. Nous sommes très préoccupés par la mauvaise démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide au niveau du pôle centre. Pourtant considéré comme le principal bassin arachidier du Sénégal. Malgré les annonces officielles relatives à l'ouverture de la campagne, force est de constater sur le terrain l'insuffisance, voire l'absence des points de collecte fonctionnels, des retards dans la mise en place des opérateurs agréés, le non-respect des prix officiels fixés par l'État du Sénégal. Nous avons trouvé des paysans qui baradent leur production à 175 francs le kilogramme. Les difficultés de tararage et de paissage, source de frustration. L'absence de financement effectif permettant aux enlèvements corrects de leur production. Mécontentement, désarroi généralisé sur les productions. Nous lançons un appel solennel au nom de l'INCS, l'Union nationale des consommateurs du Sénégal de la région de Kaolack, afin que l'État prenne des mesures urgentes pour corriger le dysfonctionnement que nous avons trouvé sur le terrain et exige le respect des prix fixés par l'État du Sénégal et de venir en aide aux entreprises coopératives. Nous avons trouvé sur le terrain des paysans vraiment tristes. Voilà donc pour les producteurs d'arachide. Nous revenons sur cette polémique qui enfle et ne dégonfle pas autour de l'inspection menée par l'Agence de régulation pharmaceutique dans l'entreprise Softcare. Le ministère de la Santé, à travers un communiqué officiel, annonce qu'une mission conjointe sera diligentée sans délai en étroite collaboration avec le ministère du Commerce afin d'examiner en profondeur les faits et d'établir la vérité, puisqu'il y a eu plusieurs communiqués concernant cette entreprise. En premier communiqué signé de la direction
de l'ARP qui estime que les produits qui sont confectionnés et vendus ne sont pas en conformité avec les normes, notamment de santé et d'hygiène. Un autre, cette fois-ci, de la cellule de communication de l'ARP qui dit le contraire. Et un député, Guy Marius Sagna, qui estime qu'il faudrait que l'État puisse surveiller, et même les travailleurs de la santé regroupés au sein de SAMES qui estiment qu'il faudrait que l'on stoppe cette production en attendant d'y voir un peu plus clair. Le ministre de la Santé va jouer l'arbitre, nous dit Bainongo Fall. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique réagit à la polémique née après l'inspection de l'entreprise Softcare par l'Agence de régulation pharmaceutique, l'ARP. Dans un communiqué publié ce jeudi, le ministère, en sa qualité d'autorité de tutelle, reconnaît que cette affaire a suscité de nombreuses interrogations dans l'opinion publique. Face à cette situation, il annonce la mise en place sans délai d'une mission conjointe en collaboration étroite avec le ministère du Commerce et de l'Industrie afin de faire toute la lumière sur le dossier. L'objectif, selon le ministère de la Santé, est d'établir les faits de manière rigoureuse et de disposer d'éléments clairs, précis et vérifiés. Les autorités sanitaires s'engagent ainsi à revenir vers les populations avec des informations conformes à la réalité dans un esprit de transparence et de responsabilité. Le ministère assure par ailleurs que toutes les mesures correctives nécessaires seront prises en conformité avec les textes en vigueur et dans le respect des principes de justice et d'équité. Tout en appelant au calme, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique tient à rassurer les populations. Il réaffirme son attachement à la préservation de la santé publique, à la sécurité sanitaire et à une régulation rigoureuse du secteur pharmaceutique. Sachez que l'équipe des pharmaciens inspecteurs de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique a également tenu à apporter des clarifications majeures concernant ce dossier. Dans une mise au point, les inspecteurs estiment que le communiqué diffusé par la cellule de communication de l'ARP, illustré par des images montrant des inspecteurs et des éléments de la gendarmerie, n'engage ni ne lie l'équipe d'inspection. Ces inspecteurs qui dénoncent une communication prématurée intervenue alors même que le rapport officiel d'inspection n'était ni finalisé, ni clôturé, ni transmis à la direction générale de l'ARP, comme l'exigent les procédures réglementaires. Santé, toujours avec, à présent, l'hôpital militaire de Ouakam, qui vient ou devient le premier établissement de santé en Afrique de l'Ouest à intégrer une nouvelle technologie de pointe pour la prise en charge du cancer du sein, avec l'introduction du traitement par immunofluorescence. Un dispositif médical d'une valeur de plus de 82,7 millions de francs CFA qui permet une visualisation précise des cellules cancéreuses dès le premier ganglion lymphatique atteint. Et l'hôpital national d'Al-Djam de Guédiawaye également, qui a effectué avec succès une deuxième greffe de moelle osseuse. Une annonce du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Cette intervention consolide les progrès du Sénégal dans la maîtrise des actes médicaux de haute technicité selon le département de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous parlons de tout à fait autre chose. Au Sénégal, posséder un terrain est devenu pour de nombreux citoyens un véritable parcours du combattant. Ils sont pris entre le marteau de l'insécurité juridique et l'enclume de l'escroquerie immobilière. Conséquence, les litiges se multiplient et tous les jours, on en parle. État et société civile sont aujourd'hui interpellés. C'est un sujet de Djibril Niane. Posséder un terrain est devenu un combat contre l'insécurité foncière, les escroqueries immobilières et la spéculation effrénée. Le foncier, jadis symbole de stabilité et d'héritage familial, est aujourd'hui l'un des plus grands problèmes auxquels font face les Sénégalais. Partout dans le pays, les litiges fonciers se multiplient. Des familles expulsées du jour au lendemain, des citoyens qui découvrent après des années d'économie que le terrain qu'ils ont acheté ne leur appartient pas. La cause, un système foncier fragile, complexe et souvent opaque.
opaque. Dans de nombreuses zones, des courtiers véreux vendent un même terrain à plusieurs personnes, parfois à 10 acquéreurs différents. Des documents falsifiés, des délibérations douteuses, des signatures obtenues dans des conditions obscures. Résultat, des conflits interminables devant les tribunaux, des chantiers bloqués, des vies brisées. Mais le malaise va plus loin. Le foncier sénégalais passe progressivement entre les mains d'étrangers. Dans certaines zones stratégiques littorales, zones touristiques, périphéries urbaines, les terres changent de propriétaire à une vitesse inquiétante, souvent au détriment des populations locales, mal informées, mal protégées et parfois contraintes de vendre. Face à la flambée des prix de l'immobilier, le Sénégalais moyen est exclu de l'accès à la terre. Construire une maison devient un rêve inaccessible et pour beaucoup, acheter un terrain relève désormais du pari risqué. Experts et acteurs de la société civile tirent la sonnette d'alarme. Ils dénoncent le manque de transparence, la faiblesse du contrôle de l'État et l'urgence d'une réforme profonde du système foncier. Car au-delà de l'économie, le foncier touche à l'identité, à la dignité et à la souveraineté nationale. Le foncier sénégalais est aujourd'hui une bombe sociale à retardement. Et tant que des mesures fortes ne seront pas prises, les conflits, les injustices et les drames continueront de se multiplier. Et puis un problème en appelant un autre, d'autres ou plusieurs Sénégalais sont dans d'énormes difficultés, même après avoir un terrain et commencé à construire. Il se trouve qu'il y a souvent des litiges et même concernant des terrains qui sont attenants au vôtre ou à celui d'un concitoyen ou citoyen sénégalais. La preuve avec cet élément ou plutôt cette situation juridique qui se pose dans la banlieue de Dakar avec un Sénégalais établi à l'étranger, Ismaël Ngom de Saumon, qui a son terrain, sa maison, mais qui ne peut regagner son domicile tout simplement parce qu'un autre citoyen, dans un cas litigieux, a construit juste devant, lui empêchant même d'accéder à sa demeure, un fait qui est pourtant sur la table de plusieurs autorités de ce pays, notamment à la DESCOS. Entre autres, c'est le cas de Ismaël Ngom que nous portons ici dans ce journal. Il est établi en Islande. L'administration pénitentiaire annonce la création de 1390 places supplémentaires dans les centres de détention entre 2024 et 2025. Des actions pour augmenter les capacités d'accueil, réduire la surpopulation carcérale, mais aussi améliorer les conditions des détenus. Une annonce faite par le directeur général, inspecteur Aliou6, qui prenait part à un atelier de renforcement de capacité du personnel pénitentiaire en partenariat avec Amnesty International. Aliou6, il est ici au micro de Bamson, notre ami. Bon, c'est un atelier qui est organisé par Amnesty International en collaboration avec la Direction générale de l'administration pénitentiaire dans le cadre du renforcement des capacités du personnel pénitentiaire, dans le cadre juridique de la protection et de la promotion des droits des détenus en milieu carcéral. Vous savez, on parle souvent de la surpopulation carcérale. Dans ce cadre, pour combattre ce fléau, ce phénomène, il y a eu un programme de modernisation des infrastructures judiciaires. Et dans ce programme, il est prévu la construction de 9 établissements pénitentiaires. Les 2 sont en cours. Il y a un camp pénal de 2500 places. On appelle ça le camp pénal de Sébi-Khotan. Mais il est à Diamniadio, au niveau du pôle urbain. Il y a aussi la maison d'arrêt et de correction de Kafkaoula, de Fatick, qui est en construction pour une capacité de 500 places. Mais indépendamment de ce promis, l'administration pénitentiaire, avec le budget que l'État nous a doté, nous essayons de faire des travaux d'extension, de réhabilitation. C'est par rapport à ça que depuis entre 2024 et 2025, nous avons créé 1390 places supplémentaires pour augmenter les capacités d'accueil et réduire la surpopulation carcérale et améliorer du coup les conditions de vie des. Et nous parlons de la journée internationale des migrants avec la célébration ce jeudi. Le mouvement Horizon sans frontières dénonce le manque de sérieux et de sérénité de l'État dans la gestion de la question migratoire. Boubacar Seye, son président, appelle à une approche plus responsable et plus humaine tout en proposant des pistes de solutions concrètes pour lutter efficacement contre l'immigration dite irrégulière. Boubacar Seye, il est ici au micro de Djibril Niam.
ces chiffres, du moins, ne sont que des approximations. Parce qu'en termes de valeur absolue, il est toujours difficile de compter. Au moment où l'on parle, il y a des gens qui continuent de chercher des parents disparus. D'ailleurs, tout à l'heure même, il y a une délégation qui devrait être là. Ils sont depuis des mois à la recherche de parents disparus en mer. Malgré la multiplication des politiques de lutte, renforcement sécuritaire, accords bilatéraux, réinsertion socio-économique, les résultats restent limités. Les départs persistent et les rythmes migratoires se diversifient. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens se déplacent de partout. Les rythmes migratoires se déplacent. Aujourd'hui, c'est la Gambie, demain, c'est la Mauritanie, après-demain, c'est la Guinée. Donc, pratiquement, c'est l'effet domino dans toute l'Afrique. Parce que tout simplement, ce décalage entre l'intensité des dispositifs déployés et leur faible efficacité soulève des questions essentielles. Pourquoi ces politiques n'atteignent-elles pas les objectifs annoncés? Quelle erreur d'approche explique ces insuffisances? Quelle stratégie nouvelle pourrait offrir une réponse durable et humaine au phénomène? Actualité internationale. L'actualité hors nos frontières tout d'abord avec la Guinée. De nouveaux accusés ont comparu ce jeudi 18 décembre devant le tribunal criminel de Dixine, chargé du dossier des massacres du 28 septembre 2009, délocalisés à la cour d'appel de Conakry. Ces officiers de l'armée, dont le colonel de gendarmerie Bienvenu Lama, avaient initialement bénéficié d'un non-lieu avant d'être mis en cause à la suite de dénonciations, notamment par Toumba Diakité, condamné le 31 juillet 2024 à 10 ans d'emprisonnement ferme. Depuis novembre 2022, ils sont poursuivis pour des faits présumés de meurtre, d'assassinat et autres violences et viols liés donc aux violences commises au stade de Conakry. C'était le 28 septembre 2009. Chaque année, depuis 3 décennies, un collectif de 3 ONG internationales publie l'indice global de la faim, Global Hunger Index, un rapport de référence sur la faim dans le monde, fondé principalement sur des données des Nations Unies. L'édition 2025 analyse la situation dans 124 pays. 7 d'entre ces pays affichent un niveau de faim jugé alarmant. Il s'agit du Burundi, de la République démocratique du Congo, de Haïti, de la Somalie, du Soudan du Sud, du Yémen, mais aussi de Madagascar. Justement, à Madagascar, sur la grande île, la situation est alarmante depuis déjà 25 ans, date du début des mesures, mais elle s'est encore aggravée durant ces 4 dernières années. Et nous terminons avec les dirigeants européens réunis en sommet qui ont décidé dans la nuit du jeudi à ce matin de prêter 90 milliards d'euros à l'Ukraine, mais sans recours aux avoirs russes, faute d'accord sur cette solution inédite. Nous avons conclu un accord. La décision d'accorder cette aide à l'Ukraine pour 2026-2027 a été approuvée. C'est félicité sur X, ex-Twitter, le président du Conseil européen, Antonio Costa, qui a mené les travaux de ce sommet. Il est exactement 7h passées de 23 minutes. Tout de suite, la page des sports. Sport sur Africa 7. Voilà, nous sommes à 48 heures du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations et le Sénégal y participera. Les Lions du Sénégal qui ont effectué un galop d'entraînement Tagoto hier au stade Léopold Sédar Senghor et une séance qui était ouverte au public digne d'une finale de CAN puisque le public était nombreux quand même. Alamine Senghor, bienvenue, bonjour. Merci Birahim Touré, vous l'avez dit, le public était nombreux hier donc à venir rencontrer les Lions du Sénégal à l'occasion donc de cette dernière séance d'entraînement. Les supporters étaient venus partout pour communier avec ces Lions, ces joueurs en partance vers le Maroc. Ils ont tous manifesté leur soutien total et leur confiance sans faille à l'équipe nationale. Et pour les Lions, cette séance donne plus de confiance. C'est une motivation de plus à entendre les milieux de terrain sénégalais. Il s'agit donc de Idrissa Gana Gueye et Lamine Camara. Ils se sont exprimés hier à la suite de cette séance d'entraînement en conférence de presse. Pas une pression, au contraire c'est une motivation supplémentaire de venir ici, retrouver notre public. On n'a pas eu la chance de faire un match amical avant la CAN, donc le coach a eu l'idée de venir à Dakar et tenir cet entraînement devant notre public et surtout montrer à tous ces nouveaux joueurs que tout le peuple sénégalais est derrière nous et qui compte sur nous
et qui nous envoie en mission. Maintenant, voilà, après cet entraînement passé, à nous de rester concentrés, de rentrer dans notre bulle et de pouvoir aller à cette CAN et essayer de la gagner, Inch'Allah. Des souvenirs, que des bons souvenirs, beaucoup de fierté et surtout beaucoup de frissons quand on entend ce public crier, chanter, crier le nom du Sénégal, qui sont venus nous soutenir, nous montrer leur amour et leur fierté de représenter ce pays-là. Donc c'est juste une fierté, un immense plaisir pour nous d'être là aujourd'hui. Et voilà, c'est pour ces moments qu'on joue au foot et ça nous booste encore plus et ça nous donne encore plus envie de commencer la CAN dès demain. Maintenant, voilà, à nous de rester concentrés avec beaucoup d'humilité et rester dans notre bulle. C'est bien de passer ce moment-là avec ce public, mais il ne faut pas oublier que notre objectif, c'est d'aller faire une bonne CAN. Le milieu de terrain sénégalais, Idrissa Gana Gueye, que vous avez écouté donc, cette séance d'entraînement, ou en tout cas cette présence des supporters au niveau du stade Léopold Sédar Senghor, ne peut pas être une pression pour eux, c'est une motivation supplémentaire. Vous l'avez entendu, un fait marquant de la séance d'entraînement à Tagato hier des Lions, c'est l'absence de Ismail Jakobs. Le joueur de Galatasaray ne s'est pas entraîné ce jeudi, pourtant il était la veille, mercredi donc, au niveau donc du stade du palais présidentiel à la cérémonie officielle de remise du drapeau. La fédération n'a pas communiqué sur une possible blessure. Sait-il pourquoi il a été absent ou pas? En tout cas, la fédé n'a pas encore communiqué sur cela. Pour le cas d'Habib Diarra, il faut donc le préciser, il va rejoindre l'équipe à Tanger selon les informations données donc par la Fédération sénégalaise de football à travers un communiqué rendu public. Et l'équipe prend départ ce vendredi Birahim Touré dans l'après-midi. Direction donc le Maroc où va se tenir la Coupe d'Afrique. Beaucoup de supporters sénégalais déjà sur les réseaux sociaux manifestent justement leur attente. Est-ce qu'ils vont s'habiller comme ils étaient habillés lors de la cérémonie de remise du drapeau national ou pas? Mais on verra. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que pour l'instant, les équipes commencent à se distinguer dès leur arrivée au niveau donc, du pays hôte. Au Maroc, à travers leurs habillements, à travers justement donc leur accoutrement, et ça c'est important aussi puisque la Coupe d'Afrique des Nations n'est plus qu'une compétition de football, c'est aussi donc un rendez-vous d'échange, un rendez-vous donc de communion entre ethnies, mais aussi et surtout c'est un moment important, Birahim Touré, à mon avis, pour en quelque sorte donc montrer ce qu'on appelle en tout cas la culture des pays qui vont donc participer à cette CAN. On attend de voir donc en tout cas ce soir au départ des Lions pour Tanger qui doit servir de camp de base. Voilà, donc bonne chance à nos Gaindés qui vont au Maroc. Objectif décrocher une deuxième étoile, donc synonyme de deuxième Coupe d'Afrique des Nations après la Coupe de 2022. Merci Alamine Senghor, vous restez avec nous cette fois-ci pour la une des quotidiens qui nous sont parvenus. Africa 7 90.7. La revue de presse. Les unes quotidiens ce matin sont revenus en quelque sorte donc, sur la rupture systémique au niveau donc, de la mairie de la ville de Dakar. Hier, a précisé que Abass Fall a propulsé le budget de la mairie de la ville de Dakar à 88 milliards de francs CFA. C'est ce que nous informe le journal Solo ce matin, qui revient également sur cette position de l'ancien président de la République Macky Sall, qui, selon le journal, instaure une diplomatie parallèle encombrante de Rabat à Antananarivo. Le réseau Sall en marche, informe le journal ce matin. Parallèlement, sachez que le quotidien Sud revient sur cette sortie de FDR, le Front pour la défense de la République et de la démocratie. Ce front d'opposition s'est intéressé surtout sur la gouvernance économique du Sénégal, sociale et institutionnelle. Le réquisitoire du FDR, selon le journal Sud Quotidien, à sa une ce matin. Les Échos revient surtout sur le conseil municipal de la ville de la capitale sénégalaise. Là, à ville de Dakar, Abass Fall propulse le budget à 88 milliards et obtient l'unanimité, dit le journal ce matin. Le FDR, à la une du journal LAS, tire un bilan tragique, comique, informe le journal ce matin. Là où Point Actu revient sur cette rifi-rifi, pour dire, bien entendu, sur l'affaire Softcare, le ministère de la Santé, longtemps aphone, se rattrape, selon le journal ce matin. Les inspecteurs ont-ils outrepassé leurs prérogatives? Le DG de l'ARP avait-il connaissance de l'intégralité
du rapport des inspecteurs, des questions, des interrogations posées donc par le journal. Mon confrère donc du journal Point Actu ce matin. Le Soleil parle de la reconstruction, retour des déplacés, désenclavement dans le sud du pays, l'empreinte du Puma en Casamance. Dr Ndeye Mariem Samb, coordinatrice nationale de ce programme, dit, je cite, l'utilité du programme est désormais largement connue. Je rappelle que le chef de l'État donc va aller donc à une tournée économique dans le sud du pays, notamment donc vers Casamance. C'est à partir du 20 au 25 de ce mois-ci. Walf Quotidien parle de cette tournée nationale d'ailleurs qui en quelque sorte donc va aux allures d'une meeting. Le plan de guerre de l'opposition, titre le journal Walf ce matin, là où d'autres quotidiens reviennent surtout sur cette affaire Softcare, scandale des couches périmées. Réumi titre ce matin, le ministère de la Santé annonce une enquête, là où d'autres quotidiens aussi également parlent de cette affaire. Softcare, fracture ouverte au sommet de l'ARP, c'est ce qu'a titré ce matin le journal L'Info. Yor parle de la diaspora, le nouveau contrat de confiance, entretien exclusif, c'est ce que nous a proposé ce matin non confrère du journal Yor ce matin. L'objectif n'est pas l'assistanat, mais l'accompagnement d'une diaspora qui impulse notre souveraineté, a dit donc Mamadou Chérif Diouf, secrétaire général ou secrétaire d'État au Sénégal de l'extérieur. Le quotidien parle de cette affaire Softcare, nouvelle couche de scandale. L'ARP, prise dans ses contradictions, des enquêteurs démontent le communiqué officiel. Le SAMES se démarque du régulateur. Le ministre de la Santé tente de sauver les apparences, selon le journal. Parallèlement donc, sachez que les quotidiens aussi ont donné une information sur le cadre sanitaire. À l'image du Point Actu, le deuxième greffe de moelle osseuse réussi à Dalal Diam. C'est ce que nous titre le journal Le Point ce matin. Donc, eh bien, le quotidien indépendant revient sur le front noirci, le bilan de PASTEF par rapport à la gouvernance du pays entre 2024 et 2025. Le quotidien Le Témoin parle de cette visite économique du président Bassirou Diomaye Faye. La Casamance sous haute sécurité, des renforts de la LGI et du GIGN sur place depuis mercredi. Des éléments du GMI mis à la disposition du commissariat de police de Ziguinchor. Les unités du commandement de la zone militaire numéro 5 consignées dans les casernes, informe le journal ce matin. Et les quotidiens sportifs reviennent surtout sur cette séance d'entraînement des Lions du Sénégal hier au stade Léopold Sédar Senghor. Eh bien, sachez que c'était donc un stade archi-comble puisque les supporters ont quitté un peu partout pour venir donc communier avec les Lions du Sénégal. Dernière séance d'entraînement avant de s'envoler au Maroc. Les Lions entre bain de foule et mode d'écrassage selon le journal Réumi ce matin, là où Point Actu Sport, titre, je cite, un tagato réussi pour les Lions qui se sont entraînés pour la dernière fois avant de rejoindre Maroc, selon le journal. Là où Record barrasse à une ce matin, une mobilisation monstre derrière les Lions. C'est donc parti pour cette CAN Maroc 2025 et bonne chance à nos Lions. Birahim Touré, on a aperçu des quotidiens. Voilà, bonne chance à nos Lions et tous derrière nos Lions, justement, pour leur permettre d'aborder cette compétition et de la finir en beauté. Merci Alamine Senghor. Il est exactement 7h passé de 33 minutes et c'est cette revue des titres qui met un terme à ce journal. Merci à Mohamed Thiam qui a assuré la mise en onde. L'édition que vous a proposée Birahim Touré. L'actualité revient tout à l'heure avec la troisième partie de votre matinale. Le groupe au complet, Elhaj Mohamedou Mansour Diop, Elhaj Ahmed Aïdara, Fatwa Bundiaï, pour vous proposer la lecture des quotidiens commentés de ce jour. Et à suivre à 8h le journal en Wolof d'Elhaj Mohamedou Mansour Diop. Juma Mubarak à toutes et à tous.